Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce Jeu C'était podcast spécial dans lequel j'ai l'honneur d'accueillir Raphaël Collignon, notre troisième meilleur joueur belge derrière David Goffin et Zizou Bergs. Raphaël vient de terminer la plus belle saison de sa carrière avec 2 titres remportés sur le circuit Challenger. Il pointe ce lundi à la 122e place mondiale. Salut Raph. Salut, ça va? Écoute, très bien, merci d'être en ma compagnie. On va revenir ensemble sur cette magnifique saison que tu as terminée la semaine dernière. Mais avant, je vais juste rappeler à mes auditeurs que si vous appréciez ce podcast, vous pouvez aller vous abonner sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast et sur ma chaîne YouTube. Cela m'aide grandement à augmenter ma visibilité. Voilà, je sais que je peux compter sur vous et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. T'es prêt, Raph? On peut y aller? On est parti. Allez. On est ici au Bloquerie de Louvain-la-Neuve, un endroit qui t'est quand même assez familier, hein, puisque tu as participé au BOE Open l'année passée. Oui, c'est exact. J'ai participé au BO Open les 2 années précédentes et là, Ouais. j'ai fait un test physique au Bloquerie. Donc, pour un peu avoir des données pour travailler, pour préparer la saison 2025. Donc, c'était l'endroit idéal pour se donner rendez-vous. Oui, c'est vrai, parce que j'habite pas très loin. Un test physique, donc ça veut dire que tu dois passer ça, c'est une routine en fin de saison, voir si tu es encore au top, si ton cœur fonctionne bien, ou c'est quoi le principe? Oui, c'est ça, c'est avec la fédération. Chaque année, on fait des tests, que ce soit des tests de force, d'endurance, pour avoir un peu des données, pour voir si on a progressé par rapport à l'année précédente, voir si ce qu'on peut améliorer. Mhm. Et donc, c'est juste un point de repère pour un préparateur physique, pour lui orienter sa préparation du mieux possible pour qu'on soit performant l'année suivante. Et là, donc, tu as déjà les résultats, ou bien tout ça doit être analysé, étudié? Là, ça va être analysé, mais celui qui nous a fait passer le test nous a un peu expliqué, voir où j'en étais, etc. Il nous a Mhm. un peu expliqué les grandes lignes, mais on aura vraiment des valeurs précises dans les prochains jours. D'accord. En tout cas, tu n'as pas l'air trop fatigué. Non, ça va, ça va. Ça a l'air d'aller. Alors, Raphaël, justement, le BOE Open, on en parlait. Tu seras bientôt de retour. Ce sera dans quelques semaines. Les 2 premières éditions, je ne sais pas si tu en as gardé un grand souvenir, comment tu les as vécues, mais en tout cas, ici, tu vas être attendu. Tu es en pleine forme. Tu as fait une super fin de saison dont on va parler. Tu dois vraiment être impatient de revenir. Ouais, très impatient. Les 2 premières éditions, je l'ai bien vécu, puisque les tournois en Belgique, les gros tournois comme ça, c'est super de pouvoir le vivre. Mm. Mes proches ont pu venir me voir jouer. Après, j'ai pas eu des tirages hyper faciles. J'ai joué contre Imer la première année au premier tour, en ayant une wildcard. Donc après, il fait finale, il était top 50 à ce moment-là. Mhm. Puis j'ai gagné un bon match cette année, du coup, contre Molleker au premier tour. Puis j'ai perdu contre Nakashima. Donc Ouais. j'ai pas eu des super tirages, mais j'en garde un bon souvenir. Et j'espère revenir en forme l'année prochaine, puisque je sais que je suis un peu plus attendu. Mon classement a évolué, mon statut a un peu changé. Ouais. Donc je vais essayer de faire le mieux possible l'année prochaine. Et justement, ton statut a un peu changé puisque moi, je t'ai pas apporté le champagne, j'aurais pu, mais ce matin, ce lundi matin, 122e joueur mondial. Waouh, ça le fait ça quand même. Ouais, je suis très content. C'est vrai qu'après les grosses blessures que j'ai eues l'année passée, si on m'avait dit que fin de l'année 2024, je serais 122e mondial, j'aurais signé. Après, on va en parler après, mais elle est positive, mais j'en suis pas totalement satisfait. Donc on va y revenir, mais il y a encore beaucoup de choses que je peux améliorer et c'est super positif. Ouais. Donc je rappelle que globalement, cette saison, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais tu as fait 5 finales en tournoi ITF, 25 000 $, dont 4 victoires. Tu as été demi-finaliste à 2 reprises. Et en Challenger surtout, tu as fait demi-finale, finaliste dans 2 Challengers, à Lisbonne et à Bratislava, et 2 titres à Ludenskate et à Lyon. Ça a été une saison où tu as joué quand même beaucoup. Tu comptes combien de victoires au total? Je sais plus si c'est 72 ou 73 Wow. pour 23 ou 22 défaites. J'ai pas, je sais plus ou moins les chiffres, mais je me trompe peut-être d'une unité. Donc c'était une saison assez remplie avec beaucoup de matchs. Je pense que si on compte mes matchs de simple, les quelques doubles que j'ai joués, plus les matchs d'interclub, je suis à plus de 105 matchs facilement. Donc c'était une saison assez chargée. Est-ce que c'est pas trop pour ton corps? Honnêtement, j'étais assez surpris parce que quand j'ai perdu mon match à Rovereto cette semaine, du coup, Mhm. enfin la semaine passée, j'ai dit à Nanda, ça y est, c'est fini la saison et j'étais un peu triste lui aussi puisque j'étais encore frais mentalement, physiquement, je me sentais bien.
J'ai pas du tout eu l'impression que la saison a été vraiment hyper longue. J'étais encore vraiment frais mentalement, donc c'est super positif. Donc j'étais un peu étonné par rapport à ça parce que, à part l'année passée où j'ai arrêté 6 mois, Mhm. les saisons précédentes, bah, j'arrivais un peu sur les rotules, j'avais envie d'arrêter, j'avais envie de prendre des vacances. J'étais Comme un tout le peu monde. comme tout le monde, mais Mhm. cette année, je suis limite triste qu'elle soit finie puisque je me sentais bien et j'étais encore frais, donc c'est bien. Et pourtant, elle a été pleine. T'as pas été Ouais, blessé de non, non, toute la non. saison. J'ai Euh, pas arrêté, j'ai joué beaucoup, donc c'est positif. Est-ce que ça veut dire que ces 6 mois, je t'avais rencontré fin 2023 un peu dépité parce que tu n'avais pas pu jouer, finalement c'était pour un mieux? Non, je pense que c'est toujours pour un mieux. Il faut accepter les blessures et je pense que tout arrive pour une raison. Donc, j'ai vraiment bien bossé pendant ces 6 mois-là. J'ai vraiment travaillé sur des choses assez spécifiques pour essayer de m'améliorer. Je pense aussi ce qui a changé cette saison, c'est que je me connais beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus mature, je sais ce dont j'ai besoin, je sais quand je peux pousser, je sais quand il faut que je prenne du repos. Et je pense que ça, c'est super important. Et j'ai aussi augmenté mon niveau d'exigence, que ce soit envers moi-même ou avec les gens qui m'entourent. Donc, je pense que c'est un tout qui fait que j'ai bien progressé et que je continue à monter. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ce qui t'est arrivé? Ce qu'ils se disent tous peut-être, mais pourquoi il a été écarté des terrains pendant 6 mois? Oui, donc j'étais 210e mondial à Wimbledon. Donc, c'était mon dernier tournoi l'année passée. En Donc, en 2023. 2023, donc j'avais fait ma première finale en Challenger. J'étais en pleine progression, je faisais que monter. Puis j'ai joué mes deux premiers grands chelems à Roland et à Wimbledon. Et après Roland-Garros, je sentais une petite douleur au niveau du cubitus du bras gauche. Euh, j'ai été voir plusieurs médecins qui m'ont dit que c'était rien de grave, que c'était seulement une grosse courbature, etc. Et après, finalement, je suis parti à Wimbledon et j'ai continué à jouer dessus et j'avais trop mal, vraiment. Donc j'ai gagné mon premier match en qualif en faisant 50% de slice, parce que j'avais trop mal en utilisant ma main gauche en revers. Ah oui. Et je me suis dit, ici, à mon avis, quand je vais rentrer, ça va pas aller, je vais aller faire des tests, mais je suis sûr que je vais devoir arrêter. Et puis, fracture de fatigue, cubitus du bras gauche. Et puis après, j'ai voulu reprendre 3 mois après, quand cette blessure au bras était rétablie. Et j'ai eu fracture de fatigue au pied gauche, au sésamoïde. Donc j'ai eu deux fractures en l'espace de 6 mois. Donc c'était pas facile à gérer, mais finalement, comme tu viens de dire, je pense que ça m'a aussi permis d'être un peu plus chez moi, de penser un peu à autre chose, de vivre un peu la vie d'un adolescent Mm. de 22 ans, de découvrir, de 21 ans à ce moment-là, de Ouais. découvrir d'autres choses Mhm. et de bien travailler aussi, donc sans pression. Donc ça a été, je pense, une période bénéfique. Oui, parce que tu disais, j'ai beaucoup travaillé pendant cette période-là. C'était quoi, travailler les parties de ton corps qui étaient pas fatiguées, Oui, c'est pas ça. Ben, j'ai blessées? fait beaucoup de vélo, beaucoup de cardio au niveau du vélo. J'ai continué à jouer fatalement parce que pendant les 3 mois où j'essayais de me rétablir de ma blessure au bras, ben, il y avait juste ma main gauche, enfin mon bras gauche que je pouvais pas utiliser. Donc je pouvais faire tous les coups du tennis à part le revers. Donc j'ai Mhm. continué à jouer. Donc on a pu vraiment axer le travail sur le service, sur le coup droit, enfin sur tous les coups à part le revers. Donc ça m'a permis aussi de travailler sereinement, puisque ça arrive jamais dans une saison d'avoir 6 mois où tu peux vraiment bosser sereinement, sans tournoi, sans point à défendre. Et on a travaillé vraiment dans le calme, et on était vraiment serein, et ça m'a permis aussi de travailler sur plein de choses, donc c'était bien aussi. Et ça, tu le disais, donc j'ai beaucoup évolué sur certaines parties de mon jeu, de mon mental principalement. Tu as été accompagné pour ça? Oui, j'ai été accompagné mentalement. Après, jusqu'à très peu, là ça fait vraiment 1 ou 2 mois que je suis vraiment assidu dans le travail mental, que j'ai vraiment repris une nouvelle personne. Là, ça fait 2 mois que je travaille avec, Mhm. où je m'investis vraiment parce que j'étais quelqu'un les années précédentes, enfin jusqu'à maintenant, qui croyait pas trop en ça. J'avais tendance à me dire que bah, c'était moi qui étais seul sur le terrain et que on avait beau me dire de faire certaines choses, de mettre des routines en place, que dans les situations de stress, c'était moi qui allais devoir gérer et que bah, c'est moi qui allais devoir trouver les solutions pour moi-même. Et après, bah, j'ai eu des défaites assez dures à encaisser et j'ai vraiment pris conscience que je devais me faire aider. Donc là, ça fait ben, 1 ou 2 mois que je travaille vraiment sur mon mental, vraiment en continuité, où j'ai vraiment des exercices que je fais régulièrement. Mhm. Et ça, je pense que ça m'aide et que c'est aussi un plus que j'ai rajouté cette saison. C'est la maturité, ça. Moi, je pense que c'est la maturité, comme j'ai dit, je sais ce dont j'ai besoin, je Mhm. sais me remettre un peu plus en question. Avant, j'étais un peu vite satisfait de ce que je faisais, j'étais pas trop dans les détails et maintenant j'essaye de faire attention un peu à tout, même si je suis pas parfait, je peux encore m'améliorer dans pas mal de domaines, mais j'essaye de faire attention un peu à tout, que ce soit mon mental, ma nutrition, la manière dont je m'entraîne, les récupérations en tournoi, les récupérations quand je suis à la maison. Donc ça, c'est plein de petits plus que je mets en place depuis cette année
et je pense que ça m'aide. Si tu pouvais avoir un psychologue comme ça sur le cours, en tournée, ce serait vraiment bénéfique. Je sais qu'on ne peut pas se l'offrir quand on est seulement, entre guillemets, 122e mondial, mais Iga Swiatek, numéro 1 mondial, voyage avec une psychologue, voire deux. Tu opterais pour cette option-là si tu pouvais? Si je pouvais, oui, je mettrais le plus de chances de mon côté. Après, c'est sûr que quand tu es top du monde, comme Sinner, comme Swiatek, bah, tu as les moyens d'amener toute ton équipe en tournoi. C'est sûr que si j'étais top 10 mondial, bah, j'amènerais tout ce que je peux amener dans mon équipe en tournoi. Mais j'ai beaucoup de chance, je suis aidé par la fédération. J'ai énormément de moyens mis en place pour moi. En ayant ce classement-là, j'ai vraiment d'énormes opportunités grâce à la fédération. D'avoir Steve, d'avoir mon entraîneur physique parfois en tournoi, c'est déjà énorme. Donc je suis vraiment très très bien suivi. Mais c'est sûr que si j'étais plus haut et que j'avais des moyens, on va dire à ce moment-là, quand tu es top 10 illimité, ben, peut-être que j'amènerais le plus de personnes possible pour m'aider. Mais je pense que là, j'ai vraiment un staff top 60 facilement grâce à la fédération. Donc c'est top. Et l'amélioration du mental a permis de t'amener aussi haut en cette fin de saison? Moi, je pense que c'est pas par hasard. Il n'y a pas que ça, évidemment. Mais évidemment, c'est un plus que j'ai apporté ces derniers temps et j'ai fait des bons résultats. Donc, tout n'arrive pas par hasard. Donc, je pense que ça m'a aidé, oui. C'est pas que ça, c'est aussi dans ton jeu. Tu as évolué dans certaines parties de ton jeu spécifiquement? Oui, je pense que j'ai évolué un peu dans tout. Je suis un peu plus solide. Alors que je l'étais déjà, mais j'avais tendance, bah, ça c'est encore le mental, quand c'était important, à un peu voilà, stresser et mal gérer ces moments-là. Là, j'arrive mieux à les gérer, donc ça c'est mental, mais c'est aussi en me disant bah, que mon jeu est là, que mes coups sont là et que j'ai amélioré tout ça. Donc ça me permet de me dire quand c'est dur, bah écoute, tu as ces armes-là, tu as ton service, tu as ton coup droit, tu as ton revers, tu joues très bien, tu es solide, et donc ça me permet aussi de me rassurer dans ces moments-là. Oui. Et puis accumuler les victoires, ça donne aussi beaucoup de confiance. Bien sûr, j'ai gagné énormément. Et je pense aussi que les défaites que j'ai eues, autant que les victoires, m'ont aidé. Parce que, comme j'ai dit, je t'ai dit que j'étais pas totalement satisfait. J'ai eu des moments assez difficiles, que ce soit en début de saison ou pendant la saison. J'ai eu des coups d'arrêt contre des joueurs contre qui je devais gagner, ou des moments où je me suis déçu, comme par exemple à Anvers. Et à chaque fois que j'avais des défaites, bah, je voulais vraiment tout mettre en place pour essayer que ça arrive plus. Et donc c'était des coups d'arrêt dans la saison, je pense, qui ont été bénéfiques. Et après, bah, à chaque fois que j'avais une grosse série que je m'arrêtais, bah, je recommençais une nouvelle série de victoires parce que j'avais vraiment envie de faire mieux. Et j'étais vraiment motivé pour effacer ce mauvais sentiment. Donc je pense que ça a aussi aidé les défaites. Oui, parce que oui, c'est vrai que ce début de saison, il n'a peut-être pas été idéal. Au début, c'est principalement vers le Challenger de Lyon, où tu fais demi-finale, qu'il y a eu un petit déclic. Un peu avant, en avril, Oui, où là j'ai gagné 2,25 d'affilée. oui, J'avais gagné à Mamet et à Angers d'affilée. oui. Donc ouais, les 2 premiers mois, voire les 3 premiers mois ont été compliqués parce que je suis revenu de 2 grosses blessures. Oui. Il a fallu le temps que Te remettre dedans, je quoi. m'en remette dedans, que je retrouve un peu l'adrénaline des matchs, que j'arrive à reprendre confiance aussi en mon corps. L'air de rien, c'est compliqué. Oui, Et vraiment, là où je me suis le mieux senti, c'est quand je suis revenu de cette tournée en Inde. J'ai fait une tournée en Inde en oui. mars, où j'ai pas fait des résultats tonitruants, mais j'ai battu des joueurs comme Bonzi, j'ai accroché des bons joueurs. Donc là, j'ai refait un peu des matchs, et puis en revenant, j'ai fait 2 demi-finales d'affilée en 25 en France. Et puis après, bah, à ce moment-là, quand j'ai vu que j'enchaînais et que j'ai vraiment gagné à Mamet et que j'ai vraiment ouvert mon compteur de victoire, l'air de rien, de gagner un tournoi, ça te donne énormément de confiance. Et je pense à partir d'avril, j'étais vraiment parti et je me suis quasi jamais arrêté, donc c'est top. Oui, et puis au tout début de la saison, c'était aussi des tournois futurs. C'est la 3e division du tennis, hein, pour ceux qui ne savent pas exactement les tournois ITF. Donc les tournois futurs, c'est la 3e division où il y a différentes catégories. C'est pas évident non plus d'aller rejouer dans ces tournois-là, alors que tu étais 200e mondial et que tu jouais plutôt dans les challengers et même dans les qualifs de Grand Chelem quand tu as quitté la scène pour blessure. C'est sûr. C'était pas, c'était pas évident à gérer au début. Après, j'ai eu une progression assez fulgurante. Donc en 2022, j'ai joué principalement que des futurs aussi. J'ai gagné beaucoup de 25. J'ai joué seulement la dernière partie de l'année 2022 en Chal. Et après, j'avais joué 6 mois de Challenger en 2023. Donc j'étais pas non plus un joueur qui faisait des Challengers depuis 1 ou 2 ou 3 ans, et des grands chelems aussi. Donc je suis pas retombé non plus dans des tournois que je connaissais plus. Donc j'étais assez habitué. Mais c'est sûr que
que quand tu es 200e mondial, que tu fais que progresser et qu'on t'arrête pour une blessure, c'est compliqué mentalement. Mm. Après, je pense que je suis quelqu'un qui est assez ambitieux et qui, peu importe où il est, se bat comme un chien et essaye de vraiment faire du mieux qu'il peut. Donc, peu importe que ce soit en 25 ou en Challenger ou en ATP, je vais Mm. toujours donner le meilleur. Et après, je m'en suis bien sorti, donc c'est vraiment chouette. Ouais. Et la différence de niveau entre ces ITF et les Challengers, elle est quand même flagrante. Alors, flagrante, non, mais c'est sûr qu'en 25, quand tu es quand même classé 300e mondial ou 250e mondial ou 350e mondial, tu es toujours tête de série. Mhm. Donc, Plus on va facile, dire quoi. que tu arrives en quart, en demi, Mhm. assez. Enfin, je vais pas dire facilement parce Non. qu'il faut gagner les matchs, mais tu joues contre des mecs qui sont 500-600 Ouais. et tu as quand même un peu plus de temps de te mettre dedans. Tandis qu'en Challenger, en fonction de la catégorie, tu joues peut-être contre des mecs contre qui tu tomberais en demi ou en finale directement. Donc, tu dois direct être prêt. Mhm. En 25, tu as un peu plus le temps de te mettre dedans et tu as des matchs abordables et tu dois vraiment, pour gagner le tournoi, sortir, on va dire, un ou deux matchs pour gagner, quoi. Donc, ça, c'est ça qui est un peu plus. C'est Ouais. ça qui est différent T'as un petit comparé au tour de Challenger. C'est chauffe. ça, c'est ça. Tu as des tours de chauffe et puis tu te rôdes au fur et à mesure du tournoi. En Challenger, tu n'as pas le temps. Tu as des gros matchs. Je pense que c'est ça qui change. Ouais. Et donc, deux finales, deux titres en Challenger cette année, avec des beaux résultats, notamment cette victoire contre Botic van de Zenskulp à Ludenscheid. Ludenscheid, on dit, je pense. Ludenscheid, on m'en fait dire des mots. Hein. C'est compliqué. Enchaîner Botic van de Ouais, Zenskulp c'est et ça. Ludenscheid. Puisque même quand je suis en tournoi et qu'on me présente, il se trompe tout le temps avec Ludenscheid, c'est super dur à dire, Donc mais ça, c'était rude quand même. Hein. ouais, Mais donc, il était 80, il a été 22e ouais, mondial, notre c'est ça. ami Botic. Et donc, là, tu te l'es offert. C'était la plus belle victoire de ta saison? De ma saison, et je pense qu'en termes de classement, j'aime pas parler de carrière, puisque pour moi, en 122e mondial, j'ai pas encore de carrière. Mhm. Pour moi, c'est plutôt mon projet tennistique, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Mhm. Mais on va dire que depuis que je joue au tennis, c'est ma plus grande victoire en termes de classement contre un joueur. Après, il y en a eu d'autres après, mais à Oui. ce moment-là, c'était ma plus grosse victoire et mon premier challenger, ça c'est quelque chose que je vais me souvenir de toute ma vie. Je sais que mon premier challenger, je l'ai obtenu contre lui et à ce moment-là, donc je suis pas prêt de l'oublier. Ouais, et c'est Steve Darcy qui t'accompagne toujours, parce que tu parlais tout à l'heure d'Ananda van den Doren. Comment ça s'organise? À la fédération, je suis dans le team pro. Donc, Oui, dans le team pro, c'est composé de deux entraîneurs tennis et d'un entraîneur physique. ok. Donc, il y a Steve Darcy, Ananda van den Doren et Alex Lantenblervac, le préparateur physique. Et donc, bah, il y a aussi Gauthier Onclin qui est Oui. dans ce team pro. Il y a Emilien Demanet. Il y a Jack Loger qui est rentré là cette année. Mhm. Donc, ils se partagent en fait le travail pour Oui, partir en tournoi. C'est un peu une tournante. Après, j'ai eu plus Steve, moi, cette année parce que Ananda était plus sur Emilien et Alex, c'est vraiment quand les deux entraîneurs tennis sont pas là oui, qui vient pour ok. dépanner. Mais j'ai eu principalement Steve cette année, Mm. donc ça c'est bien. Alors, on a parlé de Gauthier Auclin, qui, quand je vous avais rencontré fin de l'année 2023, mais lui était plutôt dans une phase ascendante, il performait, beaucoup de choses lui réussissaient. C'est lui qu'on attendait un petit peu au BOE Open, parce qu'il avait fait pas mal de beaux résultats. C'est ton grand pote, c'est celui avec Ouais. qui tu as grandi à l'internat à Mons. Aujourd'hui, c'est lui qui est un peu en galère. Il a été blessé à la fin ici, durant cette saison. Hein, il a été à l'arrêt. Il est maintenant, il vient de remporter un tournoi hier. Ça doit te faire plaisir de le voir de nouveau revenir. Finalement, vous vous tirez l'un l'autre, hein, vous vous Ouais, c'est ça. poursuivez. Je pense que ouais, on est avant tout on est des joueurs de tennis, mais on est aussi des grands potes. Mm. On se connaît depuis qu'on est tout jeune. On est rentré à la fédération plus ou moins en même temps depuis enfin moi, lui, il avait peut-être 7 ans, moi 8 ans. Ouais. Donc on se côtoie depuis qu'on est tout petit. Et on a un peu passé toutes les étapes ensemble. On a eu les catégories de jeunes, puis on a eu les juniors. Et après, maintenant, on est chez les pros, donc on a tout vécu ensemble. On était à l'internat ensemble pendant 5 ans, donc c'est une relation qui a été vraiment continue, qui s'est jamais arrêtée. Et oui, c'est vrai que lui a eu une bonne année l'année passée. Après, je pense qu'il n'avait pas très bien fini, il n'était pas content de comment il avait fini, mais moi j'étais à l'arrêt, ça Mm. fait 6 mois que je jouais plus. Mhm. Mais il avait fini 230e, donc lui il partait pour les qualifs d'Australie, moi je Ouais. repartais en futur, donc c'était un chemin assez différent à ce moment-là. Mais ouais, il a Ça devait être été. dur, ça, pour toi, quand même. Ouais, c'était dur. Pendant j'étais 200, j'étais comme lui, en fait, on Ouais. faisait les mêmes tournois, et puis après j'ai été forcé de m'arrêter. Mm. C'était dur de voir tous les autres jouer, de voir des mecs contre qui j'ai gagné.
en ce début d'année, puisque j'ai pas que fait une finale en Challenger, j'avais fait aussi une demi, j'avais fait de bons résultats. Continuer à monter au classement, se Oui. rapprocher du top 150, vraiment continuer à jouer, avoir des bonnes victoires. Et moi, bah, j'étais à la maison, je m'entraînais, mais je pouvais pas jouer, c'était dur. Et puis là, ben, en parlant de Gauthier, cette année, c'était une année pas facile pour lui. Après, fin août, il s'est blessé au bras. Il n'a pas pu jouer pendant un mois et demi. Après, c'est pas une grande blessure non plus. Mhm. Il s'est pas arrêté non plus énormément, Oui. mais ça lui a aussi permis de travailler physiquement, de travailler un peu tennistiquement. Et je pense que là, il récolte un peu le fruit de son travail qu'il a pu faire pendant ce mois-là. Oui. Euh, voilà, il joue des 25, donc comme j'ai dit, le niveau qu'il a, bah, ça a sa portée de gagner des 25, mais ça fait toujours plaisir d'en gagner un. Oui. Et là, je pense que ça peut le lancer. Et surtout, bah, là, il est un peu en course pour essayer d'être à l'Open d'Australie. Donc là, je pense que il m'a dit qu'il était 245e ce lundi. Donc là, il refait un tournoi à Monastir. Là, il est parti à Monastir. Oui. Je pense que ce sera le dernier tournoi de sa saison pour essayer d'aller chercher les qualifs. Donc je pense que là, il doit faire un minimum final pour y être. Donc Ah ça oui. va être sa dernière chance. Pff, quelle pression. Ouais, donc je lui souhaite de vraiment y arriver parce que comme ça, on peut partir en Australie ensemble. Et Ouais. lui, il a déjà fait l'année passée. Moi, ce sera la première fois et de pouvoir le vivre avec lui, ça va être top. Le fait de pouvoir jouer les qualifs de l'Open d'Australie, ça doit être aussi un rêve pour toi. Ouais, c'est un rêve, surtout que moi, bah, depuis que je suis tout petit, je le dis à mon papa, c'est vraiment le grand chelem que je rêve de faire. Parce que bah, je pense en étant belge, bah, on va dire que Wimbledon et Roland, c'est assez proche. Mhm. Donc on va dire qu'on peut même aller le regarder assez facilement. Et moi, j'ai joué Wimbledon et j'ai pas joué dans le vrai Tableau site, final. Mhm. mais à Roland, j'ai joué sur le site. Mhm. Et on va dire qu'en Australie, c'est tellement loin, c'est limite un rêve de pouvoir y aller, de pouvoir déjà le voir Mhm. et de pouvoir le disputer. Ben, c'est énorme et je suis vraiment très content et j'ai vraiment hâte d'y être. Et puis si tu continues à te maintenir à ce niveau-là, tu t'assures de faire les 4 grands chelems au niveau qualif. Bah là, je pense que pour l'année prochaine, c'est fait. Mhm. Donc ça sera bon parce que bah, j'ai pas tant que ça à perdre avant le cut de Roland et Wim. Mhm. Et mon challenger à Lundenscheid et ma finale à Bratislava en 125 et ma finale à Lisbonne et mon titre à Lyon, c'est après Oui. le cut pour l'US. Donc Mhm. j'ai tous ces points-là. Donc je pense que pour les 4, c'est assuré. En tout cas, ouais, je pense que pour les 4, c'est bon. Donc ça va être vraiment une année où je vais pouvoir avoir de nouvelles expériences, de pouvoir aussi jouer mon premier grand chelem à l'US Open. Plein de nouvelles expériences, donc ça va être chouette. Ce qui va être aussi un nouveau challenge pour toi, c'est d'affronter ces nouveaux joueurs, parce que ceux que tu affrontes en challenger et ceux que tu affrontes maintenant que tu es dans le top 150, c'est pas les mêmes. Je me souviens l'année passée, Grete Minen a été rentrée dans le top 100 et cette année a été assez compliquée pour elle parce qu'il n'y a rien à faire, c'est un autre rythme, c'est un autre niveau. Tu es prêt à ça et tu vas t'y préparer comment? Bah, là, en étant 122e mondial, je pense qu'entre 122e mondial et 200e, Mhm. le programme évidemment change puisque tu fais des gros challengers, Ouais, mais tu rentres pas non plus dans une autre dimension où tu vas jouer que des ATP. non. La seule chose que je vais pouvoir faire, c'est peut-être faire plus de qualifs d'ATP 250, mais Ouais, sinon, le programme, si je reste 122e, sera plus ou moins le même. Ce sera des gros challengers, ce sera les qualifs de Grand Chelem. Mais je pense que c'est vraiment en étant top 80 où là vraiment tu changes de statut ok. et où tu joues vraiment comme Zizou cette année, Ouais. où tu joues vraiment des ATP toute l'année. Tandis que là, en étant 122e, ben, tu es vraiment tête dans les gros challengers, mais en ATP, tu n'es jamais tableau, tu es toujours en qualif. Mhm. Tu joues bah, les qualifs de Grand Chelem comme si tu étais top 200, top 230. Mhm. Donc je pense que mon challenge, ça va vraiment être de monter top 100. En tout cas, c'est mon prochain objectif. J'allais te Et le demander. ouais, c'est ça, c'est mon prochain objectif, ça va être de monter top 100. Après, j'ai pas envie d'en faire une priorité comme certains ont pu le faire ou vraiment être traumatisé et penser qu'à ça. Mhm. Mais c'est sûr qu'en étant 122e, bah, c'est la prochaine étape en termes de classement à aller chercher. Mais après, bah, cette année, j'avais aucun point à défendre. Donc c'était, on va dire, assez facile parce que j'abordais les compétitions un peu plus sereinement. Je savais que c'était que du bonus et que, entre guillemets, je perdais aucun point, donc je pouvais que progresser. Donc je sais que l'année prochaine, bah, j'ai vraiment fait une année assez complète. Donc toutes les semaines, entre guillemets, je vais devoir défendre et ça ne sera pas la même pression. Donc je ne vais pas m'attendre à monter comme cette année. Ça sera plus dur. Il va Mhm. falloir gagner
plus de matchs dans des tournois plus forts parce que j'ai pu jouer beaucoup de 25. Là maintenant, je peux plus de jouer des 25 parce qu'à partir de 200, tu peux plus jouer des 25. Ok. Donc ça va vraiment être une année pleine, complète, où je vais devoir défendre beaucoup plus et où la pression sera pas du tout la même. Parce que là, comme je t'ai dit, cette année, j'ai pu vraiment Ouais. monter à toutes les semaines. Dès que je prenais même 10 points, ça me faisait monter. Là, ça sera pas du tout pareil. Donc Et peut-être te préparer à moins jouer, du coup. peut-être me préparer à moins jouer, fatalement, puisque je vais jouer des challengers plus forts. Donc Mhm. j'aurai peut-être moins de séries de victoires comme j'ai pu l'avoir en 25. Comme je t'ai dit, en 25, c'est Mhm. d'avoir des victoires. Je dis, voilà, j'ai pas envie de dénigrer les 25, Bien mais sûr. en étant tête, tu as quand même des matchs abordables pour arriver en demi. Mhm. Donc fatalement, ta semaine, elle est remplie. Tu as, au minimum 4 matchs, on va dire, si tu es bien. Ouais. Tandis qu'en challenger, bah, si tu joues des 100, des 125, tu peux tomber contre un mec 150 premier tour et tu peux perdre. Ouais. Donc fatalement, c'est possible que je joue moins de matchs. Après, j'y suis préparé, je suis serein. Je sais de ce dont je suis capable, je sais que je vais bien travailler. Et ça, c'est top. Euh, voilà, La lumière s'est les éteinte. aléas. Donc voilà, ça va être une année intéressante. Et comme mon entraîneur m'a dit aussi, se maintenir, c'est aussi progresser. Ouais. Donc ça va être une année intéressante et j'ai hâte d'y être. Et alors, il y a une autre chose intéressante et importante qui s'est passée pour toi cette saison, tu étais capé en Coupe Ouais, Davis. Tu as participé, c'était la première fois hein, que tu première fois. endossais le maillot belge pour défendre les couleurs. Et c'était pas n'importe où, hein, à Bologne, où j'ai eu le plaisir de te suivre, contre la Hollande, l'Italie et le Brésil. Donc vraiment trois grosses nations, dont deux. Alors ça m'a fait très mal ce week-end de voir que les mecs que vous avez battus, Botic van de Zandschulp et Talon Grigspor, avec Wesley Koolhof, quand même très bon joueur de L'équipe de double, Hollande, ouais. se sont qualifiés pour la finale. Ça veut dire que, enfin, ils étaient deuxième du groupe en Italie, et ça devait être vous, normalement. Ils sont qualifiés tout juste, hein, puisque s'ils gagnaient Oui, pas le double décisif contre l'Italie en dernière journée, c'était nous. je sais pas si c'était nous, mais je pense que oui, mais ils n'étaient pas qualifiés. Ah non, c'était peut-être le Brésil, en fait. Bah, je sais pas trop les cas de figure, Je me souviens que ça a été mais des en tout cas, calculs. c'était très serré et ils sont vraiment qualifiés. Lors de la dernière journée, ils perdaient 2-0 après les simples Ouais, et ils ont gagné le double. Et ouais, s'ils gagnaient ce double-là, ils étaient qualifiés. mm, S'ils perdaient, non. ouais, Et après, ils sont en finale contre l'Italie, c'est incroyable. Donc ça incroyable. veut dire que dans notre groupe, on avait bah, les deux finalistes Ouais, et on en a battu un des deux. Donc l'air de rien, bah, on se disait, enfin tout le monde se disait, oh là là, la Belgique sans David, avec des jeunes qui n'ont jamais joué, euh, l'équipe est peut-être un peu plus faible, mais on se rend compte aussi qu'on est capable de faire des bonnes choses, même en étant une équipe très jeune, ouais. sans expérience. Donc c'est de bon augure pour la suite. Ouais, vous avez été fantastique, hein. Et toi, tu as fait un match extraordinaire contre Matteo Berrettini. Non, moi Non, c'est Alex, c'était. ça. Ça, c'est Alex qui a joué contre Ouais, Berrettini. ouais, c'était contre qui, toi? Moi j'ai joué contre Fonseca et contre Botic, Ah oui, c'est justement. ça. Botis qui a pris sa revanche. Ouais, qui a pris sa revanche après. Enfin, à ce moment-là, puisque je l'avais battu en Tchal. Ouais, Et qui a battu le grand Rafa pour son dernier match ouais, à Malaga. Donc ouais, c'était une semaine. Franchement, moi, c'était une semaine magnifique pour moi. Je pense que c'est la plus belle semaine que j'ai pu vivre en tant que joueur de tennis. ah oui, Parce que bah voilà, moi, je suis quelqu'un qui adore la Coupe Davis, qui adore mon pays. J'adore les compétitions par équipe et je pense que depuis que je suis tout jeune, j'ai pas manqué une seule rencontre de Coupe Davis. J'ai toujours été là en regardant sur ma télé. J'ai été là en finale à Lille aussi dans les gradins. Donc de pouvoir vivre ça de l'intérieur et de pouvoir le partager avec bah, des joueurs que je regardais à la télé, des joueurs que j'ai vus en finale de cette Coupe Davis à Lille, que ce soit Ruben, Yoris et Steve qui est maintenant capitaine. mhm. C'était un rêve j'ai qu'une hâte vraiment, c'est d'être repris et de repartir. Ouais, et en plus, tu as noué de belles amitiés aussi. Alexander Blocks et toi, vous avez fait un tournoi ensemble à l'European Open. Vous avez décidé de vous associer en double. Et c'est la future génération. C'est, enfin, avec Zizou, hein, vous êtes vraiment une belle. Et Gauthier qui va arriver. Vous êtes vraiment une belle équipe pour faire rêver de nouveau la Belgique dans quelques années. Oui, c'est ce qu'on espère. En tout cas, on est une équipe très jeune, très talentueuse. Je parle surtout d'Alex. Il vient de gagner un challenger là aussi la même semaine que moi. Oui. Mec, il a 19 ans et il est vraiment monstrueux. Donc ça, je pense qu'on le savait. Mm. On s'y attendait. Alexander Blocks, hein, on parle. Alexander Blocks, Ouais. qui est vraiment un super mec en plus.
qui est vraiment un joueur de tennis incroyable. Zizou aussi, qui nous a porté pendant cette Coupe Davis et qui maintenant s'est installé assez tranquillement dans les 100. Mhm. David aussi, qui est 50, qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui est encore sur le circuit pendant longtemps, je pense. Claire. Et puis après, bah, moi qui suis là, et Gauthier qui est un peu derrière, mais qui va nous rejoindre, j'en suis sûr. Donc c'est une équipe jeune, mais talentueuse, et je pense qu'on peut faire des bonnes choses. Oui, ouais, parce que là, vraiment, en Italie, vous avez impressionné beaucoup de monde. Les observateurs dans la salle de presse étaient assez impressionnés, que ce soit par toi, que ce soit par Alexander. Matteo Berrettini, en conférence de presse, disait aussi qu'il comprenait comment Steve Darcy vous avait sélectionné, parce que vous aviez votre place. C'est quand même assez flatteur d'avoir ce genre de compliment d'un ex-top 10 mondial. Ouais, c'est flatteur. Et surtout, bah, quand tu arrives là-bas, tu arrives un peu dans l'inconnu. Moi, c'est ma première sélection et je joue direct. Normalement, ça se passe pas comme ça. Normalement, quand tu es repris, à part grande surprise, bah, tu as peut-être une ou deux sélections avant de vraiment jouer. Moi, Oui, j'ai vraiment été mis dans le bain directement, Alex aussi. Donc c'était assez spécial. Tu arrives, tu joues les finals direct. C'est une pression que tu dois gérer aussi. Tu joues là pour la première fois pour ton pays et tu es direct mis dans le bain. Et je pense que ça nous a permis aussi pour Alex et moi de pouvoir un peu mieux gérer nos émotions, même pour les tournois qui ont suivi après, parce que c'est quand même une grande pression. mhm. Et je pense que c'était très bien vu par Steve de nous lancer tous les deux pour justement nous préparer à des prochaines rencontres. Ouais. Et je voulais aussi avoir une petite réaction par rapport à l'actu avec cette victoire de Coupe Davis par l'Italie. Ils le méritent. Pour le moment, ils sont au-dessus du lot. Yannick Sinner, il dépasse vraiment. C'est pas qu'en Coupe Davis, ils ont aussi gagné la Fed Cup, enfin la Billie Jean Oui, King Cup incroyable. d'Italie. Donc ils ont fait le doublé. Euh, C'est la nation la du tennis, nation, hein. ouais. Franchement, bah, c'est tellement solide. Si le numéro 2 gagne son match, tu sais que la rencontre elle est pliée parce que tu as Sinner qui va gagner. Donc lui, il fait une année aussi, je pense qu'il a gagné 73 matchs pour 6 défaites. C'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est monstrueux. Avec cette épée de Damoclès qu'il a au-dessus de la tête, ça serait une grosse perte pour le tennis qu'il soit écarté, selon toi? Honnêtement, s'il a fait quelque chose de mal, il faut qu'il soit écarté. Déjà, ce qui s'est passé avec lui, sans enlever. Mm. Le mec, c'est une légende, il est monstrueux, mais c'est bizarre ce qui s'est passé avec lui. Il se fait contrôler positif, même si c'est pas apparemment pas de sa faute à Indian Wells. On le révèle pas. On le révèle pas. On le sait, je sais pas moi, 3 4 mois après. Il n'est pas suspendu, il continue à jouer. Je peux te dire que bah il y en a eu, hein. Je peux te dire que des joueurs Mais comme Mashrak par exemple, qui ont été 70, bah, il, direct écarté, il a dû se défendre pendant un an. il meurt. Il meurt. Lui, il meurt, il a rien fait de mal. Il a juste manqué 3 contrôles. Il faut savoir que Contre qui t'as joué l'année passée. ouais, il a juste manqué 3 contrôles Mm. antidopage. Donc les contrôles, c'est une fois que tu rentres je sais pas si c'est top 100, etc. Tu as une application où tu dois mettre la veille une heure précise où tu seras le lendemain, sûr à 100%. Ok. Et lui, il a manqué ça 3 fois. Et il a été écarté pendant un an pour ça. Et c'est une heure, on lui dit rien. Donc c'est pas normal. Mm. Donc si jamais il a fait quelque chose de mal, bah, il doit être écarté, je pense que c'est normal. Mais sans enlever à un joueur qui est exceptionnel. Après, Mm. je pense que méticuleux comme il est, professionnel comme il est, ça m'étonnerait. C'est quand même assez Il a alarmant, rien hein. fait, je pense. Mm. Mais, mais c'était pas normal ce qui s'est passé. Mm. Et alors, on a le maître Djoko qui est seul sur Terre maintenant, sans ses amis Rafa et Roger. Il doit aussi regarder, et Murray, qui est parti aussi. Et justement, il s'associe à Murray. Alors ça, c'est la nouvelle du week-end. Incroyable. On s'y attendait quand même absolument pas, celle-là. Incroyable. Moi, j'ai été jouer justement ce week-end en interclub en France et on était à table après la rencontre. Et puis, t'as un mec de mon équipe qui lâche ça et on me dit ouais, allez, fake news, c'est quoi ton site et tout. Et après, ça a été relayé partout. Et apparemment, je pense pas que c'est pour toute l'année, c'est juste pour l'Open Australie, si je ne m'abuse. Mais il y a certainement une période de test. Peut-être. Euh, Juste pour l'Open Australie, à mon avis, ça sera le test pour voir si tout va bien. mhm. Mais c'est assez étonnant. Après, Murray, c'est exceptionnel. C'est une légende C'est une aussi. légende aussi. Mais ça fait bizarre. Ils ont plus ou moins, ils ont joué pendant la même période. Ils ont plus ou moins un style de jeu qui est similaire. Mentalement, c'est tous les deux des monstres. Donc je vois pas trop ce qu'il peut lui apporter. Ouais. Après, Tactiquement. peut-être tactiquement, mais je pense que Djoko est assez bon tactiquement aussi. Ouais. Après, il a sûrement ses raisons et c'est top aussi de voir ça. Enfin, ça arrive pas tous les jours. Ça va être C'est marrant. nouveau, ça va Ouais. être marrant. Est-ce que tu crois qu'il a appelé Roger avant? Hmm,
peut-être, mais je pense que Roger, il a autre chose à faire. Ouais. Mais Murray aussi, Bah oui, sûrement. Mais en y repensant maintenant, en y réfléchissant, bah, Murray a joué aussi contre les joueurs contre qui Djoko va jouer maintenant. c'est Donc vrai. peut-être qu'il a certaines clés Mhm. qu'il peut peut-être donner à Djoko. Il a joué. Hein, je sais pas s'il a joué Sinner, mais Alcaraz, il les a Oui, joués. Les Zverev, les Medvedev. Et peut-être qu'il peut lui apporter certains trucs, mais c'était assez étonnant quand j'ai vu ça. oui, il est peut-être bien placé pour justement effectivement lui donner les clés tactiques face à des joueurs qu'il a affrontés lui-même. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que Murray a une vie de famille. Je crois qu'il a 4 enfants. Il est tout le temps parti depuis des Ouais, années. c'est vrai ça. Il vient de prendre sa retraite et là, bah, il va repartir. Ça doit quand même être chaud pour sa Ouais, mais femme, je hein. pense, ouais, ça doit être chaud pour sa femme, pour ses enfants, mais je pense quand tu as été à ce niveau-là pendant autant d'années, que ce soit Roger, Rafa, Murray, tu peux pas t'arrêter du jour au lendemain. Tu Mm. as ce besoin peut-être viscéral d'être sur le circuit, de vivre ça, de vraiment être confronté et vraiment faire partie d'une compétition. Je pense que même moi, là, j'ai envie de refaire un tournoi, quoi. Donc, donc je pense que c'est normal, mais aussitôt, je pensais pas. Par rapport aux Masters, il n'y a pas eu, selon toi, il n'y a pas eu photo par rapport à la domination de Yannick Sinner. Je veux dire, les autres n'avaient même pas, ne rivalisaient pas. Carlos Alcaraz, qu'on attendait, bah, lui non plus, en fin de saison, il est toujours un petit peu grillé. C'est une surface qui lui convient moins bien. Il fait un peu comme Nadal à l'époque, qui n'aimait pas trop cette fin de saison. Et voilà, finalement, il n'y a même plus de rivalité entre les deux, en tout cas sur la fin d'année. Sur la fin d'année, non. C'est vrai qu'il a marché sur tout le monde, il a pas perdu un set. Après, moi, Alcaraz, c'est mon joueur préféré du moment. C'est celui que je préfère. Pourquoi? Euh, Parce que déjà, moi, je l'ai joué. Il faut savoir ça. Ah oui? Je l'ai joué donc ça s'appelle la Winter Cup, donc c'est comme la Coupe Davis, mais des jeunes à 16 ans. Je l'ai joué. Ah, Je menais 6-3, 4-3 break ah non! et j'ai perdu. Mais qu'est-ce que t'as Mais, fait? bah, comme d'hab, quoi, j'ai mouillé, mais. Non, mais T'aurais pu dire j'ai battu Carlos ouais, j'aurais Alcaraz. pu dire. Mais par contre, j'ai battu Holger Rune à 12 ans. Ça, Ah je peux le oui, dire. Mais ah oui, t'as battu Rune. à 12 ans. Ou ça, c'était quoi En Summer Cup, Ah aussi. des 12 ans. Bah, bon, ça équivaut à rien, mais donc voilà, j'ai joué à Alcaraz et Et impressionnant. quand même impressionnant parce que quand tu es dans des compétitions comme ça, l'âge ça joue beaucoup, un an de différence ça joue beaucoup. Et il avait gagné tous ses matchs, il était déjà monstrueux. Et donc c'est celui que je préfère puisque bah voilà, parce qu'il dégage, il a quand même beaucoup de charisme. C'est quand tu regardes, tu t'ennuies jamais, il tente des trucs, il est assez impressionnant. Et j'aime bien comme il est, toujours fair play un peu à la Rafa. Oui, Et je pense qu'il va vite devenir assez chiant à jouer en indoor. Après, je pense qu'il aurait pu faire des dégâts dans ce Master, c'est juste qu'il arrivait malade, complètement malade contre Rude. Donc oui, déjà, quand tu as un groupe où tu as Rude, Zverev qui était en chauffe en cette fin de saison, et Roublev, oui. bah, c'était potentiellement les deux qui étaient un peu au-dessus du groupe. Moi, je pensais qu'ils allaient un peu, même s'ils perdaient, soit Zverev perdait contre Alcaraz, ou Alcaraz contre Zverev, ils avaient quand même deux victoires à leur portée, deux mecs contre qui ils devaient gagner. Oui. Et après, il arrivait complètement malade, il ne savait pas jouer contre Rude. Donc déjà, quand tu pars avec une défaite contre Rude, il a battu Roublev, et puis que tu joues Zverev pour essayer de te qualifier, Chaud. c'est pas évident, Mm. mais je pense il va gagner ce Master, c'est sûr. Ouais. Et je pense que c'est le seul qui peut, bah d'ailleurs cette année tu le vois, qui a concurrencé Sinner et qui l'a Ouais. battu dans des tournois très importants, à Roland, qui l'a battu en finale de Pékin, et qui l'a battu aussi à Indian Wells. Ouais. Il l'a battu, je pense que Alcaraz l'a plus battu que Sinner l'a battu. Bah, je connais pas les chiffres Je par pense cœur, que mais oui, en tout cas, mais ce que en tu tout cas c'est disais, le seul qui le dérange un peu. oui, par rapport au Masters, ce que tu disais, Rafa, lui, n'a jamais gagné ce Non, Masters ça 1. c'est fou. Il a fait plusieurs finales, mais il n'a jamais gagné le Masters. Bah, il a tellement un jeu énergivore que quand il arrive en fin de saison fatalement un peu fatigué. Mm. Et son jeu, même s'il a progressé de manière monstrueuse, il a quand même fait finale tout le temps. Il a quand même gagné sur l'herbe et tout. Ouais. Mais il a toujours perdu en finale. Et c'est vrai que son jeu, bah, c'est vraiment la surface qui lui convient le moins. Ouais. C'est étonnant comment il a fait progresser son jeu pour arriver à gagner sur les surfaces comme Wimbledon, comme l'US Open, Et comme il l'Australien. l'a fait assez tôt. Puisque je pense qu'on se rend pas compte en fait. Puisque le mec, il a gagné Roland, il avait 19 ans. Ouais. Donc Alex, il doit gagner Roland. Ouais. On se rend pas compte. Et tu vois, Alex, et c'est monstrueux ce qu'il fait. Tu vois, il est déjà hyper précoce.
Mais quand tu te rends compte que Rafa, il gagnait déjà des grands chelems à cet âge-là, ça n'est pas comparable. Ouais. Et le mec, il était peut-être à. Mais il a gagné Roland 2000 chaque année, Mm. donc peut-être qu'à 23 ans, il avait déjà 6-7 grands chelems. Ouais. C'est n'importe quoi. Et je pense qu'on se rend pas compte on se rend pas compte des mecs. Ouais. Ce qu'on a vécu, c'est exceptionnel. Donc, c'est mon- Il n'est pas fait du même bois. non, bah Federer et Djoko non plus. Donc. Non. Vous avez vécu une belle époque. Enfin, toi, heureusement que tu n'arrives pas à cette période-là. J'ai envie de dire, ou peut-être tu aurais voulu. J'aurais quand même voulu jouer contre Rafa, pas sur le Châtrier, mais mais au moins une fois. Bah, et honnêtement, si on était passé Oui. à Bologne, Ben oui. on jouait l'Espagne Mais c'est ce que je te disais. et j'aurais C'était peut-être nous pu qui jouer étions. Rafa, hein. Ah, mais c'était nous qui étions Ah deuxième ouais. et toi, tu étais deuxième joueur. Sauf si David venait, Sauf si David venait. mais j'étais Ouh, potentiellement deuxième ça, joueur. ça fait mal. J'aurais Hein. pu jouer Rafa. Oh là là. Écoute, je pense qu'on va pas penser à ça. Non, On va essayer de pas penser à ça, non. c'est trop douloureux. Pour terminer ce podcast, Raphaël, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu qui tu es en dehors du terrain, parce que bon, on te voit sur le terrain, mais on ne sait pas vraiment quels sont tes hobbies, qu'est-ce que tu aimes bien faire. J'ai rencontré ton papa à Bologne, mais je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup discuter avec lui. Et donc, voilà, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qui t'anime en dehors du terrain? Bah, moi, je pense que je suis un adolescent de 22 ans assez normal en dehors du terrain. J'adore, comme tout le monde, sans excès évidemment, mais voir mes potes, m'amuser, parfois sortir, mais voilà, sans trop d'excès. Oui, vous Euh, avez le droit aussi, ouais, hein? on a le droit. Je pense que voilà, on est jeune. Je pense que si on devient des robots, on va devenir fou. Donc, il faut aussi garder une certaine stabilité en dehors du cours, avoir une vie, comme on dit, pas que penser au tennis. Donc, j'adore. J'ai pas mal de potes, donc j'aime bien m'amuser avec eux. J'ai ma copine aussi. Euh, J'adore la mode. Ah oui, Dès que je peux, je vais faire du shopping. J'ai pas ah mal oui. j'ai une petite place dans mes armoires là. J'ai trop d'affaires. Ouais, vraiment. Ah oui, t'es un fashion victime, toi. Ouais, moi, j'adore la mode, vraiment. J'aime bien apporter un peu ma petite touche, arriver avec des habits parfois qui ne sont pas, qu'on ne voit pas partout. Ah, ma mince, alors j'aurais dû te demander Ouais, de te là, je mettre. suis un peu, voilà, je suis un habit de tennis, mais j'aime bien acheter un peu des trucs qu'on voit pas, et je m'intéresse vraiment à ça. D'ailleurs, bah, Steve rigole tout le temps de moi par rapport à ça, puisqu'il sait que j'adore la mode. Pourquoi? Parce qu'il estime que c'est réservé aux nanas ou quoi? Non, mais voilà, parfois c'est un peu trop. Quand j'arrive à l'entraînement, parfois j'ai des trucs, des lunettes de soleil, enfin, des trucs comme ça. J'aime vraiment bien. Et puis après, bah, je suis un fou de sport. Ouais. J'adore le foot, j'adore le tennis, j'adore le cyclisme. J'adore suivre un peu tout ce qui touche au sport. Donc je pense que je suis assez adolescent, assez normal. Tu es supporter du Standard, j'espère. Standard de Liège, Ah, jusqu'à la mort. ça va mal, hein? Euh, Ça va mal, mais on a l'habitude, mais on sera toujours là. Et j'aime bien le Barça aussi. Ah oui. Justement, je pars là, je suis en vacances du coup, et je pars avec des potes justement jeudi à Barcelone pendant Ah, 3 4 jours. Donc on va aller voir un match oui. du Barça, donc ça va être chouette. Et voilà. Et il aime bien la muscu aussi, je crois, parce qu'il a les plus grosses tablettes de chocolat de la planète La muscu, Belgique. j'aime pas, mais je pense que c'est assez naturel et c'est agréable. Oui. En tout cas, j'aurais peut-être dû demander de faire l'interview à la piscine. Ici, on Ouais. est à 200 mètres et ça aurait Non, peut-être parce été. que dans le bassin, je suis pas très académique, je suis pas très bien nager, mais Ah non, tu nages pas bien? non, je nage pas bien du tout. Mais voilà, on fera ça. Oui, écoute, la prochaine fois, si tu rentres dans le top 100, on fait ça au bord de la piscine. Magnifique. Mais moi, je C'est- dois pas me mettre en maillot, hein. Non, Non, qui dit, il acquiesce. Bon, merci. non, C'est non. sur ces bonnes paroles que je vais te laisser. J'espère te retrouver. Mais non, en fait, bon, je pense pas que tu feras quart de finale en Australie. Donc à toi, je peux dire, j'espère te retrouver au C'est BOE gentil ça. Open. Bon, écoute, sauf si tu fais un Non, Philippe c'est de vrai Wulf, que hein, c'est peut-être vrai que que. si je me retrouve en quart, là, si je peux signer, je signe Ah ben, avec toutes mes mains. ouais, c'est vrai. Mais normalement, je serai là au BO Open, donc Ouais. voilà. Bon, mais moi, je serai là aussi, à défaut de pouvoir vous accompagner aux antipodes. Mais ce sera pour l'année prochaine, hein, qui sait. Bah, j'espère pour toi. Bah, ouais, j'espère vraiment pour toi. Tu mérites. C'est gentil. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été mon invité dans ce podcast. Et, et je ne te souhaite que de bonnes choses pour 2025. J'espère que tu vas performer et qu'on se retrouvera aussi en Coupe Davis pour vivre de nouvelles aventures. Je suivrai de près ton année 2025 et merci C'est beaucoup. super gentil, merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.